Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est effectivement quand financer et quoi financer ou pourquoi financer et comment financer son développement, sa croissance, son projet. Alors Visconti Partners, c'est un cabinet qui regroupe entre à peu près 45 anciens dirigeants d'entreprises. Et notre mission, c'est de libérer le potentiel des dirigeants et des dirigeantes pour mieux servir leur entreprise et mieux servir la société. Donc on est vraiment des sparring partners, on est à côté de vous, et que ce soit des entreprises jeunes, de start-up, scale-up, TPE, PME, ETI, ou éventuellement aussi sur des grands groupes. Voilà, et on intervient aussi bien en France qu'à l'étranger, on n'a pas de... Voilà, all over the world. Voilà. Donc, nous deux, donc moi Tanguy Delamare, donc ancien dirigeant dans l'industrie, je suis basé plus dans la zone nord du sillon alpin, tout ce qui est Savoie et Haute-Savoie. Voilà, et puis je laisse la parole à Xavier qui va se présenter. Merci Tanguy, bonjour à tous. J'en profite pour remercier nos hôtes aujourd'hui pour leur invitation et pour vous féliciter tous en tant que porteurs de projet de vous lancer sur le chemin de la création d'entreprises qui est ô combien complexe mais très excitant aussi. Moi j'ai 30 ans de développement commercial de solutions logicielles en Europe issues de la Silicon Valley, une création d'entreprise avec une exit. Et l'année dernière, j'ai décidé de rejoindre Visconti Partners. Je suis basé dans la région et j'ai rénové l'ancien silo à grains du village de Soux, pour ceux qui connaissent, où je fais un lieu de rencontre. On va travailler avec les entrepreneurs et leurs équipes pour concevoir et animer des temps collectifs pour justement libérer le potentiel des équipes. L'objectif, c'est ensemble de créer de l'ambition, de la cohésion et de la performance et du plaisir bien sûr. Voilà. Alors on va commencer cette présentation. On va découvrir nos slides. Donc au niveau de quelle nature est le besoin de financement? Je vais te laisser poursuivre. Je sais pas si tu... Ah ouais, je veux bien. Alors il y a ce qui est important de comprendre. Tu peux lancer c'est de bien faire la différence entre tout ce qui est exploitation et investissement. Okay. Toute la partie financement de l'exploitation, c'est les concepts de tout ce qui est besoin en fonds de roulement, trésorerie. Donc c'est l'exploitation au quotidien de votre structure. Après tout ce qui est financement, ça va être les ressources nécessaires pour développer votre entreprise. Soit de la R&D, soit de la production, soit tout ce qui est développement, commerce et marketing. Deux financements vraiment différents. Donc, une fois qu'on a dit cela, lorsque vous devez faire un choix de financement, ça va dépendre principalement de deux facteurs. Un, le besoin en capitaux dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Est-ce que c'est des investissements importants, lourds? Si on va avoir de l'industrie ou du matériel, ça peut être des investissements lourds. Si c'est qu'intellectuel, c'est des faibles investissements. Donc tout dépend du niveau d'investissement que vous allez avoir. Et puis aussi par rapport au marché auquel vous vous adressez. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous devez aller vite, le time to market, ou est-ce que vous avez effectivement peu de concurrence et vous pouvez le prendre le temps de vous développer et d'instaurer votre projet? Donc en fonction de ces deux caractéristiques, besoin capitalistique faible, élevé, ou un time to market faible ou élevé, les niveaux, enfin la source de financement va être différente. Si on prend le premier cadran, qui est un besoin capitalistique qui est faible et un time to market faible, ben, finalement vous êtes sur vous êtes sur vous pouvez être sur de l'autofinancement. Hein, c'est-à-dire progressivement, vous allez démarrer, vous allez générer un peu de chiffre d'affaires, des revenus qui vont vous permettre progressivement de vous développer. Vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle du love money, l'argent de la famille, de votre entourage. Éventuellement aussi, déjà, on peut commencer à faire appel à des business angels à ce niveau-là. Par contre, si vous avez un time to market, une traction qui est très forte, il faut aller vite sur ce marché, ou un besoin capitalistique important, à ce moment-là, ben, vous pouvez aller vers de la dette, donc des dettes bancaires, d'autres sources de financement qui existent au niveau alors on parle de mezzanine, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais principalement de la dette. Et puis par contre, si vous êtes
dans une phase de forte croissance, un besoin de croître très très vite sur votre marché, là, il faudra aller vers des levées de fonds. Il faudra à ce moment-là s'adresser, bien sûr, aussi à des business angels, mais s'adresser à des venture capital pour lever des sommes plus ou moins importantes en fonction de la phase de développement de votre entreprise, en fonction de vos besoins. Donc, bien comprendre dans quel niveau vous êtes. La levée de fonds, c'est pas la panacée, on va dire. Il ne faut pas se dire je veux à tout prix une levée de fonds. Il y a d'autres moyens de financer son entreprise. On verra après lors des débats d'autres solutions qui existent. Il n'y a pas que des levées de fonds pour réussir dans votre projet. Donc réfléchissez bien où est-ce que vous êtes sur cette matrice. Après, l'autre élément dont il faut tenir compte, c'est est-ce que je vais faire du financement dilutif ou non dilutif. Okay. Dilutif, c'est quand vous faites rentrer des partenaires dans l'entreprise qui vont, en échange de ressources financières, obtenir une partie du capital. Donc ça veut dire que vous allez perdre une partie du contrôle de l'entreprise et vous allez surtout diminuer le retour sur investissement des actions. Il faut bien le comprendre. Non dilutif, c'est des investissements qui vont vous permettre de rester maître de l'entreprise, du capital. Ce sont des investissements qui vont être sous forme de contrat, avec bien sûr un taux d'intérêt, un temps de remboursement, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les différents types, mais vous aurez une copie des slides. Donc sur la partie gauche, tous les financements dilutifs, et sur la partie droite, le non dilutif. Alors, il est important aussi de bien comprendre les différentes phases de financement en fonction de la phase de croissance de votre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes effectivement dans la première étape. Vous êtes sur la phase de création de votre business model, de formalisation de ce business model, peut-être des premières commercialisations. Vous êtes vraiment au début de votre projet. Il faut prendre conscience de toutes les étapes suivantes qui vont venir, et en fonction de ces étapes-là, le type de financement que vous pouvez trouver. Donc, lorsqu'on est sur une phase qu'on appelle le seed, qu'on est plutôt en phase de R&D, prototypage, la preuve de concept au niveau de votre produit, vous allez faire appel à du love money, principalement. Ensuite, dès que vous commencez un peu à avoir votre projet, votre business model qui est formé, que vous allez vers les premières commercialisations, on va être sur la création vraiment de l'entreprise. Vous allez trouver effectivement, comme les partenaires qui sont là aujourd'hui, que ce soit Business Angel, que ce soit le capital amorçage, que ce soit le réseau Entreprendre, qui vont pouvoir vous aider dans ces premières étapes de financement. Et puis ensuite, il va y avoir l'accélération progressive de votre développement, où là les besoins financiers vont augmenter. Et vous continuerez encore avec ces partenaires-là, mais aussi progressivement, vous irez voir, bien sûr, il y aura la dette bancaire à côté, tous les organismes bancaires, mais aussi ensuite les leveurs de fonds et les fonds d'investissement. Donc, bien comprendre ces différentes étapes. Vous en êtes au début, ça dépendra de votre projet, mais sachez que tout ce qui va exister pour vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise, avec tous ces termes que l'on entend, des séries A, des séries B. Bref, vous aurez ça comme document, vous pourrez le revoir plus tard. Si je peux me permettre d'insister, l'intérêt aussi des business angels, par exemple, sont des gens qui en général ont une expérience entrepreneuriale et qui non seulement apportent des ressources financières, mais peuvent aussi apporter leur expérience et la partager avec vous. Donc ça, c'est intéressant. De même que le réseau Entreprendre, où la plupart du temps les parrains sont des anciens entrepreneurs qui vont passer du temps avec vous pour partager leur expérience. Donc c'est pas que du financement, c'est aussi de l'accompagnement et du partage d'expérience. Ou le moulin digital qui fait pas le financement, en tout cas il fait l'accompagnement. Il vous aide en tout cas à vous mettre en relation avec des personnes qui ont effectivement déjà entrepris, qui vous aident à réaliser votre projet. Alors, juste ce slide-là que je vais passer, on ne va pas le voir dans le détail, mais c'est bien vous faire comprendre les différentes étapes dans une levée de capital. Bon. C'est un tableau générique. Ce qui est important, c'est que c'est bien se préparer avant d'aller voir
des investisseurs, avant d'aller voir des business angels, avant d'aller voir le réseau Entreprendre, avant d'aller voir la BPI. Il faut d'abord bien préparer son projet, se libérer du temps, parce que ça va vous prendre du temps, tous ces rendez-vous. C'est extrêmement important. Ça, c'est un point, il faut être très vigilant. Il va falloir vous structurer, vous organiser, développer votre pilotage, développer votre vision, votre projet, votre business model et préparer votre pitch. Ça, c'est toute la phase préparatoire en amont. Et quelle que soit la phase dans laquelle on se trouve en levée de fonds, il y a toujours ce travail-là qui est à faire, qu'on soit au démarrage ou qu'on soit sur des séries A ou des séries B. C'est effectivement là où nous, en tout cas à Visconti, on intervient énormément dans cette préparation des dirigeants d'entreprise. C'est extrêmement important. Ensuite, bien sûr, il y a toute la phase de rencontre de ses partenaires, de validation, de fourniture de documents. Je passe sur ces étapes-là, mais elles sont importantes. Il faut savoir que ça peut prendre 3 mois sur des premiers rendez-vous, peut-être au niveau réseau Entreprendre par exemple, mais en général, on est plutôt sur des temps longs, c'est 6 mois, 9 mois, 1 an, suivant les montants que l'on veut lever. Ça demande effectivement beaucoup de temps. Donc il faut aussi avoir la trésorerie pour vivre pendant ce temps-là et ne pas oublier à faire son business, ne pas passer que son temps à pitcher ou à rencontrer du monde. Il faut aussi développer son activité. Donc trouver le bon équilibre en gestion de temps. Et puis une fois que vous avez l'argent, c'est super, vous allez pouvoir souffler, mais là il faut exécuter. Il va falloir rendre des comptes à ceux qui vous ont apporté cette somme. Donc il va falloir mettre en œuvre l'exécution de votre programme, votre stratégie. Bien souvent, on va sur des phases de recrutement aussi, parce que c'est là où on a des moyens financiers pour recruter du monde, pour investir. Il va falloir bien piloter votre activité. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se rater parce que c'est les premiers mois qui sont essentiels. C'est pas se dire oh là, j'ai du temps, maintenant j'ai l'argent. Non, non, c'est tout de suite qu'il faut foncer, qu'il faut aller vite. Donc, bien prendre conscience de ces différentes étapes. Et par exemple, nous, en tant que Visconti, lorsqu'on l'accompagne, on est vraiment sur la phase 1, sur la phase 5, et on est, je dirais, en shadow tout le long de la phase 2, 3 et 4. Mais bien prendre conscience de toutes ces étapes, c'est essentiel dans votre développement. Un long parcours, mais super challengeant, et on apprend plein de choses, c'est super. Je te laisse. Alors, comme vous l'avez compris, le financement, il dépend de votre activité, de votre marché, de votre maturité personnelle. Ici, on a voulu essayer de partager avec vous les avantages et les inconvénients de chacun des types de financement. On ne va pas les détailler, vous aurez une copie des slides, mais il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle, il faut y aller en fonction de ses besoins et être ambitieux mais raisonnable. Je crois qu'on arrive à la conclusion. Alors la conclusion, les 3 messages qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est l'intérêt pluriel du financement. C'est-à-dire que vous avez la chance, quand vous avez un projet intéressant, de pouvoir obtenir des financements, des ressources de différentes parties, de différents organismes. Et c'est important pour pouvoir justement diversifier et pas prendre trop de risques avec un seul partenaire. La deuxième chose, c'est que le financement, ça va vous donner de la crédibilité. C'est hyper important, une fois que vous avez du financement, de pouvoir dire « je suis accompagné, je suis soutenu », parce que vous allez devoir développer une clientèle, mais aussi un écosystème, des partenaires, d'autres organismes financiers, la BPI, le réseau Entreprendre, la French Tech. Tout ça, ce sont des gens qui vont vous donner de la crédibilité. Et c'est hyper important quand vous voulez développer votre activité, de ne pas être tout seul et d'avoir ces logo sur votre présentation pour dire « je suis crédible, j'ai la confiance de ces gens-là ». Et puis le dernier point, c'est la dilution du risque financier. Vous l'avez compris, gérer du financement, c'est donner une partie de son bébé. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Parfois, il faut le faire parce que vous allez en avoir besoin pour aller plus vite, surtout sur un marché à intensité capitalistique importante. Mais c'est aussi nécessaire pour que vous puissiez ne pas épuiser les ressources propres que vous avez apportées, et puis vous épuisez vous aussi pour pouvoir tout faire, c'est impossible. Vous avez besoin de ce financement pour aller plus loin, plus vite. Voilà. Donc, soyez entourés, prenez des avis et des conseils, choisissez vos investisseurs ou les gens qui vous apportent de l'argent aussi en fonction de ce qu'eux ils pourront vous apporter en plus de l'argent. On l'a dit au début, c'est extrêmement important. Ce n'est pas que l'argent qu'ils peuvent vous apporter, c'est aussi leur expérience, c'est les mises en relation, c'est les réseaux, c'est l'accès à un marché.
Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut choisir ses investisseurs. Mais voilà, j'espère qu'on vous aura dressé rapidement un peu tout le parcours, hein, c'est un long parcours, mais c'est passionnant et vous verrez, vous allez prendre beaucoup de plaisir dans votre développement et je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de réussir dans vos projets. Il y a toujours ce discours, est-ce que je pars sur une SA, une SAS, une SASU ou est-ce que je pars en SARL? Il y a avantages, inconvénients entre les deux. Je dirais pour moi c'est à peu près équivalent. Moi je préfère les SA que les SARL, mais bon là c'est mon choix personnel. Ensuite il faut se faire sa propre opinion par rapport à la protection sociale, par rapport à votre engagement, par rapport au risque que vous prenez dans votre projet. C'est sûr que si on va après vers des investisseurs qui vont rentrer, moi je préconise plutôt les SA, SAF, SAS que les SARL, mais bon après. D'accord, merci. Eh bien, je crois qu'on peut vous remercier de cette présentation introductive, de ce panorama et de ces grandes thématiques, quoi financer, comment financer, comment financer. Et je propose qu'on bascule à la table ronde, donc avec les 3 intervenants. Je vais d'abord vous demander évidemment de vous présenter, mais je vais faire deux petites introductions. La première chose, c'est que dans ce qui a été évoqué, aucun de vous dans la tour de table n'a dit moi je suis banquier, moi je suis financeur, moi je suis. Ça veut dire que vous êtes créateur et que vous allez inventer votre métier. Et quand on est créateur, on va toucher à tout. Vous avez déjà commencé, hein, vous allez toucher au marché, aux produits, aux services, aux bâtiments, etc., à la communication, à tous ces métiers en fait finalement que vous allez devoir quelque part apprendre pour devenir, attention gros mot, un chef d'entreprise ou un entrepreneur. Et ça c'est perturbant parce que du coup dans tous ces métiers-là, il y en a un qui est d'être quelque part financier. Vous allez devoir acquérir cette compétence de comprendre tout ce qui a été évoqué là, sans forcément dire je suis expert, mais quelque part c'est un peu ça le rôle de chef d'entreprise, c'est aussi d'avoir un peu cette multicasquette et de pouvoir discuter avec des financeurs. C'est un peu perturbant je trouve, mais de pouvoir discuter avec ces 3 personnes qui sont là, qui sont elles, dans leur métier au quotidien, avec, je vais faire exprès, hein, un langage, avec des mots, avec des compréhensions, avec des interprétations. Et l'idée, c'est que il faut qu'ils comprennent votre métier à vous, votre projet à vous, et que vous compreniez leur mode de fonctionnement et leurs différences. Et c'est un peu ça l'objectif de la table ronde, c'est que quand vous alliez taper à la porte de la BPI, vous savez pourquoi vous allez le faire, et pas juste bah, j'ai besoin d'argent, financez-moi. Et c'est un peu l'idée de la table ronde, c'est de voir un peu, selon mon projet, selon mon besoin, moment, montant, financement, vers qui je vais aller voir à quel moment. Donc voilà, c'est un peu ça l'introduction. Et la deuxième, c'est qu'on a fait un choix. C'est-à-dire qu'effectivement, autour de la table, on n'a pas de banque, on n'a pas de réseau initiative, on n'a pas l'ADI aussi, pourquoi pas, qui sont aussi des financeurs, peut-être sur certains de vos projets qui peuvent intervenir. Donc c'est un choix un peu arbitraire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est là autour de la table. Hein. C'est un extract de 3 financeurs qui sont quand même assez principaux sur l'innovation en tout cas. Voilà. Un petit mot, juste avant d'introduire la table ronde, qui vous êtes, et quelle structure vous représentez, et quel est votre métier? Donc bonjour à tous, Erika Martins, chargée d'affaires innovation chez BPI France. Donc BPI France, un nom qui est souvent revenu, je pense que la plupart d'entre nous connaissent. Donc on est le bras armé de l'État pour tout ce qui va être accompagnement et financement, que ce soit de la start-up, PME, ETI en France, mais aussi à l'étranger. On est présent en local sur Valence, on est rattaché à une direction régionale qui était à Grenoble et qui couvre tout l'arc alpin. Chez BPI France, on a le métier d'innovation que je représente aujourd'hui, mais on a plusieurs métiers qu'on abordera sûrement aussi plus tard, le financement, la garantie, l'international. Donc un panel d'accompagnement et de financement très varié en fonction aussi de votre besoin et en fonction aussi de la maturité de votre projet et le stade de vie de votre projet, en fonction de votre évolution. Peut-être qu'il y a un moment aussi vous allez vous poser des questions de comment aller à l'export, on a aussi des solutions sur ça, financer du court terme, on a aussi des solutions à vous apporter. Voilà. Bonjour à tous, donc Cécile Lambert, je suis chargée d'études et d'accompagnement au sein du réseau Entreprendre Drôme Ardèche, dit RIDA. C'est donc une association de chefs d'entreprise bénévoles. On intervient avec du prêt d'honneur à la personne, donc pour le côté financier,
mais pas que, puisque on accompagne également les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, avec un accompagnement humain, un chef d'entreprise, donc on appelle accompagnateur, qui va les suivre au moins pendant 2 ans. Et également, on les intègre à un club de lauréats, donc ils ont un accompagnement collectif également pendant 2 ans, pour qu'ils ne soient pas seuls. Et donc on est sur Drôme Ardèche, essentiellement. Ce club de lauréats, ça veut dire que c'est d'autres créateurs d'entreprise qui... Exactement, des créateurs ou bien des repreneurs également. Sur toute l'année, c'est des clubs, on a des promotions de lauréats, donc on les constitue sur une année civile, donc de janvier à décembre de la même année, et ils commencent leur club l'année suivante. Voilà. Ils se rencontrent chaque mois pour échanger, ou bien pour avoir une expertise sur un thème particulier, le but étant qu'ils ne soient pas seuls. Parfait, merci. On passe peut-être un micro à Cédric. Bonjour, Cédric Moscatelli. Donc, je suis le président de Rhône Valley Angels, donc le club de business angels Drôme Ardèche. On représente une 60aine d'investisseurs qui investissent dans des startups sur le territoire de la Drôme et de l'Ardèche, comme indiqué. On fait partie d'un réseau régional de 10 associations de business angels qui représentent à peu près 450 business angels, ce qui nous permet de faire du cofinancement sur certains projets avec certaines levées de fonds qui sont un peu plus importantes. Et on fait partie du réseau France Angels qui regroupe l'ensemble des associations de business angels sur la France. Je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Parfait. Alors, il y aura des questions que vous pourrez poser évidemment. Moi, je vais jouer le rôle de celui qui serait assis à une chaise ici, et puis je vais jouer le rôle un peu de je comprends rien, je découvre, et je vais poser des questions qui vont paraître un petit peu, parfois un peu bêtes, mais évidemment que là, le choix aussi pour la BPI, j'entends là qu'on va pas tout aborder. Vous avez, j'imagine, je sais pas, tu sais combien d'outils vous avez au sein de la BPI de financement? Je dirais, on a énormément de dispositifs qui existent, que ce soit en fait sur du financement, et aussi une nouvelle brique qu'on a ajoutée à la maison qui est l'accompagnement et qui est primordial, et c'est aussi pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir avec nous Réseau Entreprendre et aussi des business angels. On l'a évoqué en introduction, l'accompagnement est fondamental et c'est quelque chose en tant que financeur qu'on n'a pas forcément. Quand on apporte des sous, en fait on ne vous suit pas sur le reste, on vous suit dans l'accompagnement du projet par rapport à des projets qu'il faut financer, mais au quotidien on ne vous voit pas. Donc c'est vraiment important d'avoir cet accompagnement-là, et on a aussi des nouveaux dispositifs qui sont sortis sur cette brique-là pour venir un peu vous aider avec des prestataires externes et autres, en complément de l'accompagnement que vous pouvez avoir aussi. Donc on a vraiment une gamme de produits qui est très vaste, et en fait ce qu'il faudrait retenir, c'est que dès que vous avez une question, contactez BPI en local, et après on vous mettra en relation, on pourra refaire ensuite cette mise en relation avec l'interlocuteur approprié dès qu'il y a une question. De ce que j'entends là, ça veut dire que c'est pas exclusif. On va pas avoir que la BPI ou que le Réseau Entreprendre ou que les business angels. On peut aussi avoir éventuellement un double voire triple financement selon le moment, ou peut-être même en même temps. C'est aussi imaginable. Complètement. Peut-être pour juste resituer, donc vous avez quand même vous êtes tous à des stades un peu très différents de vos projets. Il y en a qui ont créé, il y en a qui se posent des questions. Et peut-être que je pense que c'est une belle continuité qu'on a là. On représente un peu on intervient à différents moments et à des moments aussi critiques de la société. Côté BPI France, et je te laisserai la parole sur ça, dès la création, il y a des solutions qui existent sur du financement. Mais aussi, dès lors que vous créez la société, il y a différentes étapes. C'est-à-dire que voilà, vous êtes lancé, vous avez votre projet, mais vous avez par exemple des questions sur tout simplement mon marché, je ne sais pas forcément comment le tester, je ne l'ai pas testé encore, et pourtant on n'en est pas encore à se poser la question de comment je vais financer mon développement et ma croissance. Vous n'avez pas forcément de produit en tant que tel. On a des diagnostics qui existent et on peut financer ça. Et ça vient vraiment en amont de toutes ces réflexions d'amorçage. On est vraiment au tout début. Et ça, il faut savoir que ça existe. C'est des petits financements, c'est des subventions qu'on peut apporter. Mais il faut se dire qu'on intervient très tôt et on peut vous suivre aussi très longtemps. Bonne remarque. Non, la société elle doit être immatriculée. Il fut un temps, on accompagnait aussi des personnes directement physiques, en création. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, la société doit être créée. D'où aussi l'importance quand vous
vous posez la question, est-ce que je crée ou je ne crée pas? Il ne faut pas le créer juste pour avoir un diagnostic, aller chercher ce fonds-là. Non, il faut vraiment, c'est un engagement personnel. Quand vous avez pris la décision de créer, c'est vraiment vous avez en tête, c'est quand même suffisamment structuré pour dire je me lance. On ne va pas créer juste pour aller chercher une partie de subvention, après se dire peut-être que non, c'est pas trop ça, je ferme la société. Il faut vraiment que l'engagement soit là, et c'est hyper important, parce que même pour bénéficier de ce diagnostic-là, on va vous challenger un petit peu sur certains éléments. Déjà, votre ambition, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, parce que l'objectif, c'est de faire un diagnostic. Ce diagnostic, il peut financer des études de marché, des faisabilités technico-économiques, ça peut aller financer même l'idéation que vous avez sur votre projet. Donc, vous savez pas forcément encore comment structurer l'idée de la société. Et donc, on peut prendre en charge une partie du financement. À cette étape-là, l'idée, c'est pas on vous finance un diagnostic et après on vous laisse dans la nature. C'est de vous revoir ensuite et de vous dire on va vous accompagner dans les autres étapes. Donc, c'est vraiment important. Ce que je disais, c'est quand vous avez pris la décision de créer, c'est que vous êtes sûr dans votre esprit, dans votre tête que voilà, ça y est, vous allez dérouler et vous allez développer ensuite votre plan d'action. Cette aide-là, elle a un nom? Oui, le diagnostic axe d'innovation, qui est vraiment dédié à des sociétés qui ont un projet d'innovation. Quand on dit projet d'innovation, on dit tout et on dit rien, parce que du coup, qu'est-ce qu'on met derrière l'innovation? Là, c'est... je vais vous donner une réponse un petit peu en deux temps. C'est au cas par cas, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous... dans les projets d'innovation, vous pouvez avoir des projets d'innovation disruptifs, où là, vous êtes en avance de phase du marché, et d'autres innovations qui vont être une petite brique que vous allez apporter qui va améliorer ce qui existe déjà. Donc on ne peut pas se positionner de la même façon. Et tout ce travail-là de recherche de l'état de l'art, de faire un travail sur qu'est-ce qui existe, l'existant, donc ça peut être sur la base de veille concurrentielle, ça peut être sur la base d'études qui sont faites par des études de recherche. Vous allez devoir défendre votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous apportez de plus à ce marché et est-ce que ce marché existe? Parce que sinon, s'il n'y a pas de marché, on parle d'invention. Innovation, c'est une invention qui a rencontré son marché. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on a une vision très basée sur l'orientation marché, comment vous positionnez, quelle est l'offre que vous avez en parallèle. Donc là, on est assez en amont, on vient de créer l'activité, malgré tout, il faut que l'entreprise soit immatriculée, mais on a encore des besoins de conforter des choses, techniquement, d'accès au marché, ou d'identification du marché, ou peut-être même propriété intellectuelle, je sais pas. Alors ça peut être même le premier dépôt de brevet en France, ça peut être aussi quelque chose qui peut être pris en charge. Donc en effet, ça va être la partie marché, ça peut être la partie validation, la faisabilité technique et économique, parce que techniquement, vous pouvez avoir quelque chose de très innovant, qui coûte de l'argent à développer, mais économiquement, le business model que vous allez mettre en face, est-ce qu'il rentabilise au final le développement? Ça, c'est aussi un autre sujet, parce qu'il faut penser à faire de la recherche et développement. Quand on innove, il y a forcément une phase de recherche et ensuite de développement. Et par rapport à ça, il faut que ça soit viable. Sinon, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation plutôt difficile, d'où l'importance ensuite d'aller lever des fonds, et ça, c'est la deuxième étape. Ce diagnostic, donc comment il fonctionne? On a des prestataires qui sont référencés chez BPI France, ou des prestataires que vous avez en externe, je devance peut-être une question, qui peuvent vous accompagner sur ces sujets spécifiques, et sur des prestations à hauteur de 16 000 €, nous, on peut en prendre 50% au maximum. Donc en fait, c'est une petite assiette de subvention à aller chercher avant toute intervention BPI France. C'est un dispositif qu'on peut solliciter avant des bourses French Tech, un autre dispositif qu'on évoquera peut-être ensuite. Donc, il faut savoir qu'il existe et il ne faut pas hésiter aussi à le solliciter dès lorsque vous avez toutes ces réflexions là sur la validation de marché et autres. La question, c'était 16 000 €, 50% en termes de subvention. Exact. Qui est versé en une fois. Oui, en fait, par rapport au prestataire, vous lui versez une partie de la facture et nous, on le reverse directement à lui. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, on va directement chez le prestataire. Exactement. Donc, pour la société et pour vous, c'est quand même plutôt agréable parce que vous n'avez pas besoin de faire une avance, etc. Donc, et dans ce que tu as dit, tu as parlé de prestataires qui sont référencés par BPI, mais aussi la possibilité pour le créateur-créatrice de se faire référencer. Oui, en fait, le prestataire, donc l'entrepreneur va avoir un prestataire de son choix, par exemple en local, et va donc nous présenter un devis sur, par exemple, je sais pas, étude de marché. On va faire valider par nos équipes accompagnement qui sont à Paris ce diagnostic-là, ce devis.
Et on va du coup faire le nécessaire pour référencer ce prestataire en interne et le payer ensuite. D'accord. Et je suis en phase, je veux avancer sur mon prototype. J'ai une version 1 que j'ai fait en no-code, par exemple, pour voir ce que ça donne. Maintenant, je voudrais passer un petit peu en version plus professionnelle et avec un prestataire. Ça peut fonctionner également? Alors sur ça, on sera plus sur déjà des bourses French Tech. Ce diagnostic ne sera pas a vraiment vocation à être vraiment dans l'amont. Quand vous avez déjà un prototype, vous êtes quand même avancé. Le prototype, si vous le développez, c'est que vous êtes persuadé qu'il y a un marché. Sinon, je pense que personne ne le ferait. Donc normalement, vous avez déjà avancé sur cette structuration de marché-là et votre positionnement par rapport au marché, votre positionnement concurrentiel. Le prototype peut être financé via d'autres solutions comme des bourses French Tech pour des sociétés de moins d'un an. Et là, on va financer par exemple du temps homme passé sur un prototype. Ça peut être aussi de la sous-traitance. Des fois, c'est le cas. Il y a des solutions sur étagère qui existent chez des partenaires. Des fois, il faut penser aussi à ce qui peut déjà exister. Ça vous économisera aussi du temps homme et des coûts de développement. Et donc, pour être bien sûr de bien comprendre, ça veut dire que ce diagnostic Axe Innovation ne finance pas du temps homme. C'est que de la prestation externe. Exactement. Okay. Le temps passé par les créateurs à travailler sur leur prototype, travailler sur leur étude de marché ou travailler sur un sujet juridique ou autres ne sont pas concernés par ce type de financement. Non. Okay. Cécile, les créateurs que tu peux voir toi au quotidien, créateurs, créatrices, c'est créateurs, créatrices ou repreneurs, tu l'as dit aussi. Oui. Quand ils viennent te voir, ils te donnent quoi ils ont quoi comme élément objectif à te donner? Qu'est-ce que tu attends d'eux comme élément objectif? En gros, pour être clair, comme document. Alors, chez Réseau Entreprendre de Dromardèche, c'est vrai que c'est d'abord l'humain avant tout, qui est très important chez nous. Donc, on prend le temps de rencontrer les personnes, d'échanger avec elles, connaître leur parcours, pourquoi elles en sont là aujourd'hui, leur projet, leur histoire. Et ça, c'est vraiment le premier rendez-vous. Et on leur présente également Réseau Entreprendre. Donc, le premier rendez-vous, il est assez long. Il peut prendre du temps. En général, on bloque 2 heures. Après, ça dépend des personnes. Voilà, si elles ont beaucoup de choses à raconter, si elles ont un parcours riche et varié, c'est plus ou moins long. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Et on prend le temps également de présenter l'accompagnement du Réseau Entreprendre, voir également si ça peut leur convenir, parce que notre accompagnement n'est pas que financier. Comme je disais tout à l'heure, il est sur 3 volets. Donc voilà, pour nous, c'est important que la personne se sente en phase avec notre accompagnement, de s'engager à rencontrer son accompagnateur pendant 2 ans chaque mois, qui ne va lui apporter au final que du plus, puisque c'est un regard extérieur d'un chef d'entreprise qui va lui apporter son expertise, des réflexions sur la stratégie, etc. Donc c'est vraiment apprécié. Son expérience de chef d'entreprise, que la personne que vous êtes autour de la table et à distance démarre, apprend. Quand on apprend son métier petit à petit, au fur et à mesure des mois, on intègre cette nouvelle compétence qui est celle de diriger son activité, quoi. Oui, tout à fait. Et donc également les rencontres en club avec tous les autres repreneurs et créateurs de la promotion. Donc, petite précision quand même importante, au niveau des critères de Réseau Entreprendre Dromardèche, l'ambition reste la création d'emplois. Ça me paraît important de le préciser. Donc, on va accompagner effectivement des projets qui ont au moins l'ambition de créer 5 emplois dans les 3 ans. Donc, c'est identifié dans le prévisionnel que va présenter l'entrepreneur. Il faut que ce soit cohérent. Effectivement, au bout des 3 ans, si les emplois n'y sont pas, voilà, c'est des choses qui arrivent, l'entreprise peut pivoter, etc. Mais en tout cas, quand le prévisionnel est présenté, il faut que ce soit cohérent avec l'activité, etc., le développement, enfin tout ça est vraiment étudié. Je reprends sur ta question de base au niveau des documents qui vont être demandés. Donc après ce premier rendez-vous, si la personne décide de candidater, si elle est en phase avec nos valeurs, notre accompagnement, on va effectivement demander, donc dans le cadre d'une création, la présentation d'un dossier, le dossier de présentation du projet, donc avec un CV également, et le prévisionnel financier, avec le nombre d'emplois. Business plan. Exactement, avec le nombre d'emplois créés dans les 3 ans.
Et également, ce qu'on demande, c'est une réflexion au niveau de la RSE, donc un document interne qui se présente actuellement sur la forme d'un fichier Excel, un autodiagnostic sur la démarche RSE, donc des items à remplir. Voilà, exactement. Donc voilà, au niveau des documents qu'on va demander. Et à partir de là, on peut lancer l'étude. L'instruction. Voilà. Et ce mot instruction, je pense que ça va bien avec le réseau des business angels locaux. Parce que je crois que c'est une phase que vous pouvez proposer. De la même façon, de la même question que pour Cécile, quand un créateur ou un innovateur vient vous voir chez RVA, Rhône Valley Angels, qu'est-ce que vous attendez de lui comme étape d'avancement et comme présentation? Alors on va s'inscrire un petit peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit, puisque nous, à notre niveau, on intervient principalement une fois que la preuve de concept a été réalisée, ou à peu près au moment de la preuve de concept. On intervient rarement, voire jamais en amont. Donc vraiment au niveau de l'amorçage. En ce qui concerne les attentes aujourd'hui, en général, le porteur de projet, quand il vient nous voir, c'est qu'il a un besoin de financement. Notre intervention se faisant principalement en haut de bilan, donc en fonds propres ou en quasi-fonds propres, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on ait un porteur de projet qui vienne nous présenter un projet qui soit déjà un petit peu mature, d'une certaine manière, qui vienne avec un plan de développement et de la même manière que pour le réseau Entreprendre, on est très vigilant à la création d'emplois sur le territoire. Nos investisseurs aujourd'hui, ils viennent investir dans un projet, ils viennent investir parce que le projet il est sur le territoire, parce qu'on crée de l'emploi sur le territoire, parce qu'on crée de la valeur sur le territoire, et également parce qu'ils ont une valeur ajoutée à apporter au projet. Comme l'a présenté Visconti tout à l'heure, on n'est pas juste là pour apporter de l'argent, on est là aussi pour apporter des compétences. Nos business angels sont des gens qui ont soit réussi, qui ont revendu leur entreprise et qui ont de l'argent, mais aussi du temps à consacrer. Ce sont des entrepreneurs qui sont en activité. Donc on apporte toute une série de compétences et on couvre un large panel de compétences qui va permettre à l'entrepreneur de développer son projet, de faire développer son projet, voire même de l'accélérer sur certains sujets. Donc on va pouvoir l'accompagner sur tous les aspects et à tous les moments de son entreprise, que ce soit sur de l'industrialisation, sur du commercial, sur du marketing, sur de la R&D. Voilà. Après, ce qu'on attend, bien entendu, classiquement, un business plan, je crois que c'est indispensable. Ça, tout le monde le demande. Après, on a des formats un peu spécifiques, on le retravaille. Ce qu'on appelle un deck, c'est-à-dire une présentation synthétique de l'entreprise. Et donc, alors là, on va rentrer plutôt dans le process. Dans le process, il y a un premier contact qui est pris, soit avec notre permanent, soit par le réseau des business angels. On va faire un premier rendez-vous avec l'entrepreneur. On va essayer de qualifier les besoins et vérifier qu'il y ait bien adéquation entre les besoins de l'entrepreneur et ce que peut apporter le réseau RVA et les business angels. En fonction, si on arrive à qualifier le projet, on va orienter le porteur de projet vers un business angel qui lui-même derrière a des compétences qui sont en adéquation avec le projet. Ça, c'est votre rôle, c'est vous qui allez flécher tel porteur de projet avec tel business angel. C'est ça. Nous, on va le flécher. Donc là, on va faire un premier travail. En fonction de quoi? Ça va dépendre de ce qu'attend l'entrepreneur. Ça va dépendre à quel niveau de maturité il est. Si c'est plutôt une problématique technique, c'est plutôt une problématique commerciale, c'est plutôt une problématique de marché, problématique financière. Voilà. Là, on va commencer à travailler avec lui, on va le préparer, on va adapter le pitch pour qu'il puisse passer en pitch auprès de l'assemblée des business angels. Et juste, question pratico-pratique, ça prend combien de temps ça, ça s'appelle l'instruction, ça? Non, c'est pas encore l'instruction. C'est pas encore l'instruction. Là, on est sur une durée de à peu près, on va dire entre 1 et 2 mois, ça va dépendre en fonction de quand a lieu la prochaine plénière de pitch. On a une plénière tous les mois, donc en fonction de quand arrive le projet
et de la personne si elle est aguerrie au pitch ou si son pitch est déjà pris ou pas. On va pouvoir le passer rapidement ou ça va prendre un petit peu plus de temps, 1 mois, 2 mois avant de Donc là, passer c'est en pitch. aider à préparer la présentation devant la plénière des financeurs. C'est ça. Donc là, on va orienter un petit peu son pitch de manière à ce qu'il ait toutes les chances que derrière on passe en instruction. Donc là, après le pitch, on a un vote en assemblée. Donc ça veut dire que là, imaginons que l'assemblée soit là et que je sois le porteur de projet, je présente mon projet. 10 minutes, un pitch de 10 minutes. Et à la fin? À la fin, le porteur de projet sort de la salle et on vote pour décider si il y a des personnes qui sont intéressées par le projet, intéressées pour investir, et si on a des personnes qui sont prêtes à accompagner le projet dans une instruction. Et là, on va rentrer vraiment dans le détail avec le porteur de projet. Ça va durer entre 3 et 6 mois, ça va dépendre, en général c'est plutôt 3-4 mois, mais entre 3 et 6 mois en fonction de la maturité. Et là, on va essayer de regarder sur tous les volets du projet, faire donc ce qu'on appelle instruire. En d'autres termes, dans d'autres activités, on appelle ça une due diligence. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer 4 à 5 séances de 2 heures à une demi-journée avec le porteur de projet et avec son équipe. Et qui peut être fait du coup par 2 ou 3 personnes qui ont levé la main en disant moi ça m'intéresse. Donc en général, une équipe d'instruction, c'est 3 à 4 personnes. Ah, ok. Voilà. Les 4 personnes étant des personnes complémentaires, on a en général une personne qui est plus sur le commercial, une personne qui est plus sur l'expertise du projet, une personne qui est plus sur le financier. Et donc on va regarder l'ensemble des volets en fonction de la maturité, vérifier que le projet tel qu'il est présenté, il répond globalement à nos attentes finalement, et là vraiment dans le détail. On a un point qui est très important, on en a parlé, l'humain, c'est tout ce qu'on va regarder. C'est à la fois les valeurs de l'entreprise et la valeur du porteur de projet, mais surtout la complémentarité de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête, si vous arrivez que vous êtes une équipe de 2 ingénieurs qui n'avaient jamais fait de la finance, qui n'avaient jamais fait de commercial, on va vous demander de trouver des compétences complémentaires, soit en salarié, soit en associé, pour vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que je suis ingénieur, donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Quand on est ingénieur et qu'on démarre, on est très focalisé sur la technique. Et quand on présente une start-up avec un business plan où on va doubler le chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, ça ne marche pas si on reste dans notre vision uniquement technique. Donc, on est très vigilant à ça, une équipe très complémentaire. Et un deuxième point, on en a un peu parlé, il y a la partie financière aussi, c'est que les ressources que vous êtes en train de demander ou que vous allez demander, que ce soit à BPI, au REDA ou à d'autres financeurs ou à RVA, soient en adéquation avec votre business plan. Et qu'on puisse réellement arriver à réaliser la partie du business plan sur laquelle vous allez vous engager. Sachant que nous, on est là pour un accompagnement entre 5 et 7 ans, quand on rentre dans le projet. Et le dernier point qu'on regarde, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'exit, comment on va sortir et quelles sont les conditions de sortie du projet des premiers investisseurs. Donc je reviendrai après là-dessus. Juste pour revenir au point de départ, dans le pitch de présentation devant la plénière, est-ce que je dis j'ai besoin de 43 000 euros ou est-ce que je dis j'ai besoin d'argent pour financer ça, c'est à peu près, ou est-ce que j'ai vraiment établi mon besoin financier en valeur ou pas forcément? Alors, je vais faire une réponse normand, ça dépend. Il y a des personnes qui arrivent et qui ont déjà des idées bien arrêtées. Il y en a d'autres qui arrivent qui savent pas du tout. Donc le premier rendez-vous est là aussi pour ça, c'est pour les aider à formaliser à minima une enveloppe. On va pas dire, c'est peut-être pas 43 000 euros, c'est j'ai besoin entre 100 et 200 000 ou j'ai besoin entre 50 et 100 000. L'idée c'est de voir à peu près quelle est l'enveloppe dans laquelle on va s'inscrire. Et un point important qui va pour nous être un des points de décision, la valo pré-monnaie. Qu'est-ce que c'est que la valo? Qu'est-ce que la valo pré-monnaie? Donc c'est la valorisation de l'entreprise avant que nous investissions. Donc c'est quelle valeur vous allez donner à votre entreprise pour venir chercher votre financement, ce qui va donner derrière la dilution que vous allez avoir à la sortie. Je vais après donner la parole, mais du coup ça veut dire que c'est moi qui décide
c'est moi qui considère, c'est moi qui évalue le fait que mon entreprise, elle a une valeur de 800 000 euros. Alors, Et c'est pareil, c'est l'ancrage ou la force de cette valeur-là. Alors, en général, quand les porteurs de projet arrivent avec une valo prémonée, c'est qu'ils sont accompagnés par un expert comptable qui leur a fait une première estimation en leur disant, voilà, à ce stade, vous avez à peu près une valo prémonée de temps. Nous, on aime bien les challenger, c'est notre jeu, on aime bien challenger le porteur de projet à ce moment-là. On descend un peu. Alors déjà au niveau du pitch, au niveau des questions, c'est juste pour savoir un petit peu si c'est une valo qui jette en l'air ou si c'est quelque chose qui est assis sur, on en a parlé tout à l'heure, des brevets, un POC, des choses qui sont très factuelles, ou si c'est vraiment quelque chose que, voilà, j'ai une idée, ça, elle vaut tant aujourd'hui sur le marché parce que j'ai fait une étude de marché et le marché il est de temps, voilà. Et l'instruction va faire que derrière, au moment de l'instruction, on va aller challenger le porteur de projet, et là on va discuter vraiment de la valorisation prémonée, sur laquelle on va s'entendre durant l'instruction pour que dans la dernière phase, qui est la phase de levée de fonds auprès des business angels, on arrive et on soit d'accord sur la valorisation prémonée entre nous, et ensuite, et sur le montant à lever pour réaliser le business plan qui est proposé. Et c'est là que ça va, je vais donner la parole après, mais c'est là que ça va jouer sur ce qui a été évoqué sur dilutif, non dilutif. C'est ça. Puisqu'en fait, selon l'intervention des business angels, ça va faire un montant qui va être un pourcentage de la valeur prémonée, donc plus ou moins important par rapport à la maîtrise de l'entrepreneur. Tout à fait. Sachant que nous, de notre côté, en tant que business angel, on reste systématiquement minoritaire. On ne prend jamais la majorité dans une société. Et l'objectif, c'est que vous fassiez 2 tours, 3 tours, l'objectif est de toujours laisser la majorité aux porteurs de projet. Ça, c'est important chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de valo prémonée, quand on réfléchit à une valorisation prémonée, on réfléchit toujours à, il y a un premier tour, on va rentrer en tant qu'investisseur, on va vous diluer, mais on pense toujours au deuxième tour, parce qu'on sait qu'il y a en général un deuxième tour, et il faut qu'au deuxième tour, vous restiez quand même toujours majoritaire. Il n'est pas question d'avoir un porteur de projet qui, au bout d'1 an, parce qu'il va relever de l'argent, se retrouve en minorité, et donc avec des problématiques de gouvernance dans l'entreprise. Et de la maîtrise de son projet. Et de la maîtrise de son projet. Si on rentre, on veut que vous soyez maître du projet pendant toute la durée pendant laquelle nous sommes là, c'est-à-dire pendant 5 à 7 ans. C'est un sujet qui est assez intéressant parce que là, on rentre dans la capitalisation de l'entreprise. Quand vous créez votre entreprise, et quel est le capital que vous mettez? Dans le capital que vous mettez, effectivement, il y a de l'argent. Première partie, c'est de l'argent, puisqu'il faut il faut un apport en numéraire, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle l'apport en propriété intellectuelle ou en industrie. Donc avec un commissaire aux apports qui va valoriser ce que vous avez fait et qui va dire aujourd'hui, voilà, ça vous allez l'apporter à l'entreprise et ça a telle valeur. Et on va le valoriser dans le bilan. Et à partir de là, ça va donner une certaine valeur au bilan qui va vous permettre d'aller faire de l'effet de levier. Mais alors ça rentre en compte dans la valorisation prémonée, mais la valorisation prémonée, elle va au-delà de ça, elle va aussi sur quelles sont les capacités de l'entreprise à générer du cash flow, de la valeur dans les années à venir. Par contre, ce que vous apportez en tant que propriété intellectuelle ou apport en industrie, ça va vous permettre auprès des financeurs de bas de bilan, c'est-à-dire les banques ou la BPI, de faire un effet de levier. Et là, je vais peut-être laisser la parole pour savoir comment ils le valorisent. Et justement, par rapport à ça, parce que je crois que certaines aides de la BPI sont un petit peu un pour un, je pense notamment à la bourse French Tech, tu vas peut-être en parler maintenant, mais un BPI, un euro BPI, pardon, égale 1 euro du capitaux propre, ou des quasi-fonds propres, je ne sais pas exactement. Et donc ça permettra de peut-être augmenter cette valeur-là, pour pouvoir augmenter la valeur potentielle de la bourse French Tech. En effet, c'est très juste, c'est que il y a un élément qu'on n'avait pas encore abordé jusque-là, c'est le niveau de fonds propres que vous allez injecter dans votre société lorsque vous créez, et c'est primordial. Alors aujourd'hui, on peut ouvrir des sociétés avec 1 euro. Il y a des statuts juridiques qui le permettent. Il faut savoir que c'est pas sans conséquence en fait. L'argent que vous injectez au capital, c'est un signe de confiance que vous allez envoyer, que ce soit
à des financeurs, que ce soit à des réseaux d'accompagnement, à des business angels. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que vous êtes prêt aussi à risquer pour votre société. À titre d'exemple, vous mettez 1 euro pour la société, c'est que vous êtes prêt à perdre 1 euro. Donc comment un partenaire bancaire serait prêt à mettre 100 000 euros à vos côtés quand vous avez mis 1 euro? Je grossis vraiment le trait pour vous donner aussi un petit peu la logique et un petit peu aussi comment nous on se positionne quand on est de l'autre côté. Le fait de valoriser par exemple une brique technologique qui a été développée pendant votre temps en amont de la création de votre société, c'est important parce que c'est du temps homme passé qu'il faut valoriser et c'est ce qui va constituer au final votre outil qui va être commercialisé in fine. Par contre, quand nous on regarde en tant que financeur comment on peut intervenir, même pour une subvention ou après via du prêt, on va regarder vraiment c'est la trésorerie, donc le cash, l'argent que vous avez mis dans la société. Tout ce temps passé en amont, nous on le valorise bien évidemment, on voit le temps, on voit qu'au final on a un projet qui est presque abouti et donc on va mettre un petit peu la dernière brique, on va vous donner une subvention, on va vous financer via du prêt pour finaliser ce développement-là et vous aider à commercialiser. Par contre, ça sera pas suffisant de dire, par exemple, à mon capital, j'ai 50 000 euros, mais ce 50 000 euros, c'est que la valorisation de votre technologie. Il faut avoir mis de l'argent, votre argent, ou ça peut être de la love money comme on l'avait évoqué initialement, donc l'argent de votre famille, de vos amis. Ça peut être un prêt d'honneur, ça peut être de l'argent aussi de business angel. On va y venir, donc on a les capitaux propres, c'est votre capital social, ça va être, vous avez en réserve, quand vous créez, en fait il n'y a que le capital social généralement, à moins d'avoir levé très rapidement de l'argent. Et après, on a la notion de quasi-fonds propres. Les quasi-fonds propres, globalement, on va regarder les comptes courants d'associés. Les comptes courants d'associés, c'est quoi? En fait, c'est de l'argent que vous avez mis dans la société, non pas au capital, mais en compte courant. Ça peut être un compte courant qui est bloqué, ça peut être un compte courant qui reste pendant un certain temps, mais qui a vocation à être remboursé. En gros, c'est comme si je disais, je vais mettre de l'argent au capital social, ça c'est en gros à fond perdu, ça veut dire Exactement. que c'est le risque que je prends objectivement si jamais l'entreprise ne fonctionne pas. Exact. Par contre, en compte courant associé, c'est comme si je prêtais à l'entreprise que je crée, mais avec un objectif de remboursement. Exactement. Et de sortie de ça. C'est ça. Et nous, on va pouvoir avoir une vision un peu plus large des capitaux propres, et donc l'effet de levier recherché. On va regarder aussi les comptes courants d'associés. Pour une demande de subvention, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on va surtout valoriser en quasi-fonds propres ce qui est de l'ordre du prêt d'honneur. Et non pas ce qui a été mis par le dirigeant en compte courant d'associé. On préfère avoir du capital social et ensuite, par exemple, faire effet de levier sur un prêt d'honneur de 30 000 euros avec des coefficients multiplicateurs qu'on peut aller chercher chez d'autres organismes, Startup & Go, peut-être c'est quelque chose qu'on pourra évoquer. Et là, on va faire un effet de levier. Donc, je schématise pour vous demander une subvention de 30 000 euros. Dans l'idée, il faut que vous ayez 30 000 euros en face, soit de capital social, soit un mix avec du compte courant d'associé et du capital social. Et du prêt d'honneur. Oui, dans le compte courant d'associé, du coup, c'est le prêt d'honneur qui est mis. Oui, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Le prêt d'honneur est toujours fait à la personne. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Cécile pour qu'elle explique à son honneur. Un prêt d'honneur, c'est un prêt donc à la personne et non à l'entreprise. Parfois, on pense qu'on prête à l'entreprise, mais non, on prête vraiment à la personne. C'est pour ça que j'ajouterais un autre point important de nos critères, c'est qu'il faut qu'effectivement le porteur de projet soit majoritaire au capital. On accompagne la personne, on prête à la personne, donc il faut que ce soit le décisionnaire. Mais ça veut dire que du coup, je prête à Hugo dans le cadre de la préparation de son projet et je lui prête personnellement, mais avec un engagement qui l'intègre Bien sûr, dans l'entreprise. Oui. Donc en capital ou en compte courant. Non, ça marche pas. C'est arrivé, hein. Sur des montants qui sont établis comment? Alors, Réseau Entreprendre a des prêts d'honneur qui vont de 15 000 à 50 000 euros. Avec une durée? Une durée qui est toujours sur 5 ans, à taux zéro, sans garantie personnelle, c'est le principe du prêt d'honneur. Le montant est défini en fait en fonction du nombre d'emplois qui va être créé ou maintenu. C'est-à-dire que plus un projet va créer ou maintenir de l'emploi, plus le prêt d'honneur sera important. C'est comme ça qu'on... Maintenir, c'est pour une reprise. Exactement, oui. C'est vrai que là, on est plus dans une phase de création, mais voilà, je parlais des reprises. Donc voilà, on essaye de garder une cohérence en fait par rapport au projet en cours. La moyenne va être à peu près de 30 000 euros au niveau de nos prêts d'honneur, 25-30 000. Mais... Est-ce que c'est forcément complémentaire à un crédit bancaire ou pas forcément? Oui, tout à fait. On intervient forcément, effectivement, quand il y a un prêt bancaire de la part d'une banque. On ne peut pas intervenir seul. Et on fait souvent effet de levier d'ailleurs auprès des banques
Donc il y a beaucoup d'effets de levier dans tout ça. Là. Il y a un effet de levier auprès des banques, il y a un effet de levier auprès de la BPI. Donc en fait, au final, il faut convaincre la banque, puis après le réseau entreprendre, puis après la BPI. J'aurais peut-être dit l'inverse. moi. Oui. L'inverse. D'abord le réseau entreprendre, Ouais. qui vient rassurer la banque, Oui. et qui vient convaincre l'effet de levier auprès de la banque. Oui. Oui, ouais, effectivement, ben, on a de nombreux partenaires et les banques nous connaissent et connaissent notre accompagnement. Donc ça les rassure effectivement que le chef d'entreprise ne soit pas seul et soit accompagné, ce qui est primordial hein, de toute façon dans tout projet entrepreneurial, encore plus quand il est innovant, j'ai envie de dire. Donc Et oui. pour ça, ce fameux prêt d'honneur, c'est toi qui décides de dire tiens, ok, j'accepte de financer le projet à hauteur de 37 000 euros. Non, ça se passe pas comme ça. J'allais justement y venir, effectivement, c'est bien d'en parler. On a un parcours aussi, tu parlais de challenge qui est assez challengeant chez Réseau Entreprendre. Déjà, quand vous candidatez, il faut quand même que le projet soit bien abouti au niveau du business model, de la stratégie commerciale. Puisque vous allez, avant de participer au comité d'engagement, qui est un collectif de chefs d'entreprise, environ 8 à 12, qui va décider ou non de vous accompagner, donc de vous accorder le prêt d'honneur et tout l'accompagnement que j'ai évoqué tout à l'heure. Avant cela, il y a déjà 5 chefs d'entreprise chez nous qui vont rencontrer le ou les porteurs de projet en cas d'associés pour les challenger en fait. En gros, une sorte d'instruction au même titre que ce que peut faire RDA, Oui. c'est-à-dire Alors- une première instruction du dossier avec des chefs d'entreprise qui vont donner leur regard, leurs conseils, leurs avis. Il y a ma première instruction, en fait, moi qui étudie le projet, je revois le candidat, on rentre un peu plus dans le détail du projet vraiment financier après le premier rendez-vous que j'évoquais tout à l'heure. Et là, en fait, j'échange avec lui pour voir un peu quelles sont ses attentes et quelles compétences j'identifie dont il aurait besoin, si c'est plus du financier, du commercial, etc. Donc je vais aller les chercher dans le réseau dans notre association, les membres chefs d'entreprise, lui présenter effectivement 5 noms que je pense qui pourraient lui apporter vraiment un regard intéressant, une expertise. L'idée, c'est que ce soit vraiment 5 rendez-vous différents, hein, 5 expertises différentes. C'est pas, on va pas faire les mêmes 5 rendez-vous, sinon c'est pas très intéressant. Donc je lui fais valider parce que bien sûr, il faut que ces chefs d'entreprise soient neutres en fait au niveau du Pas concurrent. voilà, pas concurrent, pas impliqué financièrement, pas non plus que ce soit un ami ou un conseil. Donc voilà, et une fois qu'il m'a validé en fait ces 5 noms, moi je vais chercher les chefs d'entreprise, voir si ils sont disponibles aussi, puisque Il y a 5 rendez-vous qui sont établis avec le porteur de projet. 5 rendez-vous. Ok. Et ensuite, ça passe devant ce fameux comité, et le créateur, il est là ou c'est juste le dossier qui est présenté? Après ces 5 rendez-vous, en fait, les chefs d'entreprise vont me faire un retour écrit, en fait. Donc je vais prendre connaissance, dont le porteur de projet va prendre connaissance aussi. On va se revoir, on va en discuter, on va faire le point, en fait, qu'est-ce qu'il en est ressorti, les points positifs, les points améliorés, comment lui l'a ressenti. Et après ça, si sur les 5 rendez-vous, il y a au moins un minimum de 3 avis favorables pour passer à l'étape d'après, qui est le comité d'engagement, on va donc passer à l'étape d'après et préparer ce comité d'engagement avec le porteur de projet, puisque les membres du comité d'engagement vont recevoir également ces avis au niveau du qu'on appelle chez nous parcours de validation ou parcours de progrès. Je préfère le terme parcours de progrès d'ailleurs. Et donc voilà, d'où l'importance de bien préparer, bien en prendre connaissance, parce que lors du comité, donc le porteur de projet va pitcher pendant 15 minutes autour de C'est un grand pitch. 8 à 12 chefs d'entreprise qui sont pas ceux du parcours, mais les membres du comité vont avoir reçu le dossier écrit et également ce compte-rendu de parcours. Donc voilà, souvent c'est des éléments qui reviennent lors du comité, donc c'est Je important de reste le sur l'effet de préparer. levier, ça veut dire que moi, si je suis banquier, que ça me permet de me rassurer aussi sur le fait qu'il y a 5 personnes, plus 8 à 10 personnes, 8 à 12, qui ouais. ont tous quelque part dit, et en plus de ça, ce qu'on va évoquer, et qui prennent le risque financier, parce qu'en fait, c'est pas eux financièrement, mais c'est l'association. C'est Ça l'association, reste ouais. une association qui prend un risque financier de dire, nous, on met de l'argent
un prêt d'honneur, certes, est au zéro, mais ce qu'on souhaite malgré tout pour vous, c'est qu'il soit remboursé. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on peut continuer à accompagner d'autres chefs d'entreprise. Et il faut convaincre à l'unanimité au sein de ce comité d'engagement. Il faut que tous les chefs d'entreprise présents au comité votent favorablement pour que le candidat devienne à ce moment-là lauréat du réseau Entreprendre et qu'on puisse l'accompagner durant 2 ans. On peut être en création. Effectivement, s'il y a des premières preuves de marché, ça va vraiment être un plus. Parce que c'est des projets, les projets innovants, c'est les projets, on va pas se mentir, qui sont les plus challengés en comité d'engagement. C'est les plus risqués. Donc, plus on a une preuve de marché, un début de commercialisation, mieux c'est. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est vraiment que le positionnement soit bien défini, le business model et la stratégie. Ça, c'est indéniable. Si on est trop en amont, on va pas être le bon interlocuteur à ce moment-là. C'est pas opportun qu'on intervienne à ce moment-là. Je me permets d'en parler. On va parfois rebifurquer vers l'incubateur en local qui s'appelle Généo, qui va être capable effectivement d'accompagner les projets innovants dans toute la partie plus études de marché, recherche de l'état de l'art, etc. Définir une aide au prévisionnel, à la stratégie. Oui, si vous pensez répondre à nos critères de 5 emplois, d'être majoritaire au capital, et le dernier, ça va être un besoin initial de financement d'au moins 70 000 euros. Voilà, vous prenez contact avec nous, on fait un premier rendez-vous sans problème. Justement, par rapport à cette question-là, ça me fait penser à une autre question, un peu provoque peut-être, mais combien, 10 personnes qui viennent vous voir, combien au final vous financez? Est-ce qu'il y a des refus? Est-ce qu'il y a des non? Est-ce que votre projet n'est pas... ou tous les projets sont financés, en idéal? C'est pour qui la question? C'est plutôt pour vous trois d'ailleurs. Ouais, je me permets de répondre. Alors nous, on a beaucoup de contacts, on a pas mal de redirections déjà dans un premier temps par rapport à ce critère de nombre d'emplois notamment. Après, une fois qu'on présente le parcours, il y a des personnes qui vont pas forcément candidater ou qui sont très emballées, mais qui après finalement ne se sentent pas le temps de s'investir, etc. Donc il y a toute cette partie-là. Donc ensuite, il y a des personnes qui vont faire le parcours de validation. Parfois, le parcours, il sert à ça aussi, il va déceler que le projet a besoin d'être retravaillé. Donc, on va pas passer à l'étape du comité d'engagement. Donc, ce qui est arrivé, par exemple, sur deux lauréates de cette année, que j'avais rencontrées en 2023, qui ont retravaillé, qui sont devenues lauréates en 2024. Ça veut dire qu'il peut y avoir une bifurcation et un retour après dans le parcours. Voilà. Exactement. Et puis après, lors du comité, effectivement, non, tous les projets ne sont pas forcément acceptés. Si je peux donner un exemple... Sur 2023, une statistique, on a eu 14 comités d'engagement et 12 projets validés. Okay. Voilà. Et pour Runway Angels? Bon, je vais être vraiment dans la statistique puisque j'ai expliqué le process. Aujourd'hui, on reçoit entre 25 et 30 demandes et dossiers par an, donc en contact. On en passe une quinzaine en pitch. Voilà, 1 sur 2. Et on en finance 4 à 5 par an. Voilà. Et juste, on n'a pas abordé cet aspect-là pour Runway Angels, mais on a parlé du process, d'instruction. Mais en termes de montant, alors, lors de l'instruction, après l'instruction, pardon, quel montant et combien de personnes peuvent financer un projet? Alors, le montant, si on reste sur un territoire qui est Drôme-Ardèche, aujourd'hui, on finance entre 50 000 et 100 000 euros, à peu près, par projet. Sur la première levée. On est vraiment, là, je parle vraiment première levée, je ne parle pas des refinancements ou rapports en compte courant qu'on peut faire par la suite. On est vraiment sur la première levée. Après, si on a des besoins complémentaires, on peut s'adosser au réseau des business angels d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour ça que je faisais part de la dizaine de réseaux et des 450 autres business angels qu'on a sur la région. Et donc, ça veut dire que on va faire pitcher le projet dans d'autres réseaux ou sur une plénière régionale en webinaire.
Et là, on va pouvoir monter à des sommes un peu plus importantes. Et ensuite, on a bien entendu tous les effets de levier qui vont avec. Si je prends par exemple sur Run Valley Angels, aujourd'hui, quand on injecte 1 euro avec effet de levier avec nos partenaires, soit des investisseurs qui sont des fonds d'investissement d'amorçage, soit de la dette avec nos partenaires bancaires, on a tous les mêmes partenaires bancaires, plus la BPI qui vient abonder derrière, on arrive à un ratio de 1 à 3 ou 1 à 4. Donc ça permet, quand on lève 100 000 euros chez nous, d'avoir 300 000 à 400 000 pour le projet. Sur des gros projets aujourd'hui, sur la région, en faisant le tour régional, on arrive à faire des levées de fonds entre 500 000 et 1 million, ça va dépendre. Et si on s'adjoint des fonds d'investissement ou des réseaux de business angels qui sont un peu plus spécialisés, puisqu'on a des fonds de business angels qui sont spécialisés dans la tech, dans la santé, dans l'agro. Là, on est sur des levées qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million d'euros actuellement. C'est ce qu'on a en cours actuellement. J'ai deux questions, je crois que je vais oublier la deuxième déjà. Tu as parlé de 50 000 à 100 000 euros, mais ça veut en individu, c'est-à-dire en moyenne, chaque business angel investit combien? Et après, deuxième question par rapport au suivi, il ou elle est là combien, tout le temps? Il est dans votre entreprise? Il est présent? Comment ça se passe? C'est vrai que je n'ai pas précisé ça. Alors, un business angel, aujourd'hui, sur ce type de projet, comme on est vraiment, on parlait sur de l'amorçage, donc on est vraiment au début, on est sur une phase qui est la phase la plus risquée de l'entreprise. Un business angel va investir entre 5 et 20 000 euros, ça va dépendre le besoin. Donc, ce qui veut dire qu'au capital, vous allez avoir entre 10 et 20 business angels qui peuvent être présents. Donc ça, c'est si on fait une levée de fonds classique. En général, chez Run Valley Angels, en Drôme Ardèche, on aime bien être présent au capital et être en lien direct avec le porteur de projet, notamment pour l'Assemblée Générale, principalement. Et après, comment on intervient? On met en place, en fait, dans nos échanges, un comité stratégique. Donc on désigne une personne, en général c'est l'instructeur, c'est celui qui suit le projet depuis le début, en général depuis le pitch qui a fait l'instruction. On demande à ce que l'instructeur soit présent au comité stratégique et on fait une réunion, on demande d'avoir une réunion à minimum, une réunion trimestrielle avec un reporting. Après ça peut être sur des périodes plus courtes s'il y a des besoins d'accompagnement, parce qu'en fait la personne est là pour accompagner pas au quotidien, mais régulièrement le porteur de projet, et faire les orientations. Pendant les 5 à 7 ans? Et pendant les 5 à 7 ans, tout à fait. Après, l'investisseur business angel, lui qui a mis juste de l'argent et qui est pas accompagnateur du projet, vous allez voir uniquement aux AG, s'il est présent aux AG quand vous convoquez les AG. Ça dure une fois par an. Okay. Mais c'est l'instructeur qui au quotidien est en relation avec vous. Après, ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes, c'est toutes les semaines. Il y a des périodes, c'est tous les mois. Il y en a d'autres, c'est tous les 6 mois en fonction du projet. D'accord. Je repasse la parole à Erika, peut-être, parce que tu es devant un kakémono avec un coq French Tech. Et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle la bourse French Tech, tu l'as évoqué rapidement, mais c'est une opération qu'on entend beaucoup parler. En fait, c'est quoi concrètement une bourse French Tech? Et qu'est-ce que je dois valoriser quand je viens te voir et que je dis je souhaiterais une bourse French Tech de 30 000 euros? Alors du coup, tout à l'heure, on évoquait un petit peu les documents qui étaient nécessaires un petit peu à chacun d'entre nous. Je pense qu'on se rejoint sur le fait qu'il faut un business plan, il faut des prévisionnels qui soient structurés, mais il faut surtout aussi une présentation de la société et de votre projet d'innovation. Tout à l'heure, vraiment en introduction, on évoquait l'importance de se positionner par rapport à son innovation et donc de caractériser l'innovation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ça, c'est hyper important. J'ai beaucoup de personnes des fois qui me contactent en me disant voilà, j'ai un truc innovant, j'ai un projet innovant, un service, un produit, peu importe. Je veux ce dispositif. Un projet innovant, oui, mais encore, il faut vraiment défendre son projet de ce côté-là et donc avoir une présentation, un argumentaire bien structuré et bien construit, c'est la première étape. Ça paraît basique et assez simple, mais beaucoup encore nous contactent sans ça. Donc ça, c'est la première étape et un point que je voulais souligner. Un autre point à mettre en avant, c'est que cette bourse French Tech, donc c'est une bourse, c'est une subvention qu'on donne. Donc c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 30 000 euros et on finance un programme de dépenses à hauteur de 70%.
Quand je dis un programme de dépenses, qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, on va aller financer. Typiquement, on parlait du prototypage, ça peut être du prototype, ça peut être des études juridiques. Quand vous avez fait vous avez un projet, vous voulez le breveter, vous voulez avoir un conseil juridique, est-ce que je dois développer une enveloppe solo ou pas, quelle est la propriété intellectuelle autour de ça, c'est des choses qu'on peut aller financer. Et donc en fait, on va être vraiment sur valider le modèle économique, on va valider la faisabilité technique du projet, on est vraiment encore dans une phase amont. Généralement, dans les 1 an de vie de la société, au début, alors il y a plusieurs cas, il y a des sociétés qui nous contactent parce qu'elles ont besoin de finaliser un prototype, mais il y en a d'autres qui nous disent, on a finalisé notre prototype, on a besoin de financer du temps homme ou un renfort pour ensuite commercialiser. Tout dépend. Sur les 1 an de l'entreprise, on peut être à, je sais pas, 10 mois de création, et là vous avez déjà un marché identifié et ça fonctionne et vous êtes déjà dans une phase d'amorçage. Donc ça va être à vous de cibler où vous en êtes de façon très... faut réussir à se détacher et aussi prendre de la hauteur par rapport à votre projet d'innovation pour pouvoir vous dire, voilà, moi je suis à cette étape-là et je dois financer la techno, du temps homme ou presque, on n'en est pas à la phase de commercialisation, mais on est en amont, donc on est vraiment sur une phase d'amorçage. Quand tu dis du temps homme, c'est du temps du Oui, créateur? ça peut être le temps du créateur, ça peut être le temps d'un salarié que vous avez recruté, ça peut être un sous-traitant, ça peut être une personne qui, extérieure, un prestataire. Donc là, pour le coup, on est plutôt large. Il faut que cette personne soit, par contre, mobilisée. Si elle est mobilisée à 40% sur le projet d'innovation, ça sera à 40% en fait de son salaire. C'est un dispositif qui est fléché. Donc, on a des services de gestion à la fin de votre programme. Donc, le programme d'innovation peut aller, par exemple, jusqu'à 12 mois. Ils vont faire un état des dépenses que vous avez indiqué sur cette fameuse, c'est une annexe financière qu'on appelle, donc ça va être là où vous allez lister toutes vos dépenses qui seront prises en charge par BPI France. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment fidèle à ce que vous indiquez et vraiment cibler votre besoin pour qu'ensuite à la fin, tout ce que vous avez indiqué a bien été réalisé et qu'on est bien dans les clous par rapport à la prise en charge qui a été faite. Ce dispositif-là, il est souvent sollicité par les sociétés, en parallèle même des fois du coup de réseau entreprendre, parce que des fois c'est la petite brique qui vous permet d'ensuite de demander aussi des prêts sans garantie, des prêts qu'on appelle des prêts en amorçage. Chez BPI. Chez BPI France. Et ces prêts-là, en fait, ils peuvent être complémentaires à une bourse French Tech, donc on peut avoir les deux. En même temps. Et d'ailleurs, c'est une condition sine qua non lorsqu'on demande un prêt sans garantie, donc que ça soit un prêt en amont d'une levée de fonds ou en parallèle d'une levée de fonds. Il y a ces fameux effets de levier qu'on a évoqués tout à l'heure. Il faut que votre projet d'innovation, on raisonne toujours par projet chez BPI France, il ait été, entre guillemets, labellisé comme des recherches de développement innovation. Et pour cela, la bourse French Tech, les subventions innovation le permettent. En fait, c'est la première, on va dire, validation en disant, voilà, la société, on l'a accompagnée une première fois sur ce projet-là. Là, c'est la continuité de ce projet. Donc, on va pouvoir aller mobiliser un prêt sans garantie, toujours avec ces fameuses règles de 1 pour 1. Pour 1 euro demandé, il faut qu'on ait 1 euro en face, soit de votre apport personnel, soit prêt d'honneur, soit levée de fonds. Pardon, ce que tu viens de dire, prêt sans garantie, d'accord, mais est-ce que c'est un prêt à taux zéro? Alors non, ce n'est pas un prêt à taux zéro, ça serait bien. C'est un prêt sans garantie qui est fait à l'entreprise. Ce prêt-là, donc, il a un taux il est variable. Tous les 15 jours, nos taux changent. Donc, quand vous venez nous voir, entre guillemets, c'est à ce moment-là qu'on vous annonce un petit peu les taux, sachant que ça change. Après, une fois que vous avez contractualisé, ce taux est fixe. Et l'avantage de ces prêts sans garantie, c'est que généralement, on peut aller jusqu'à des durées de différé de 3 ans. Ça, on commence à rembourser le capital du prêt. Exactement. Ça, c'est un vrai intérêt, un vrai plus. Généralement, alors, c'est des prêts quand même qui ont un taux qui peut paraître cher pour certains. Quand on est sur des projets d'innovation, les partenaires bancaires généralement n'arrivent pas à proposer des différés aussi importants. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir 1 an de différé et encore, des fois, c'est quelques mois. Donc, c'est vraiment... Au final, il faut vraiment regarder, c'est le différé, c'est ce temps-là qui va vous permettre de développer, finaliser le développement de votre solution pour ensuite pouvoir commercialiser et rembourser le prêt in fine. Et il faut le voir dans ce sens-là et pas se dire, voilà, il y a ce taux qui va tomber au bout de 3 ans. En fait,
nous, le raisonnement qu'on a derrière, c'est qu'on vous laisse 3 ans, c'est un prêt sans garantie, donc ça c'est aussi un grand plus, on va pas vous demander une hypothèque derrière, ça c'est un vrai avantage qu'on va avoir sur nos dispositifs, et encore une fois, ce prêt-là aussi permet des fois de faire effet de levier avec d'autres partenaires bancaires côté vraiment bas de bilan. Et juste par rapport au montant, je sais pas si tu l'as dit, le prêt d'amorçage, il peut être de combien ? 50 000 €, on peut aller jusqu'à 1 million. Donc on est vraiment sur des volumétries très larges et qui peuvent être du coup sollicités. Donc le prêt d'amorçage a vraiment vocation à financer, on vous donne, c'est une sorte de trésorerie, on va financer du besoin de fonds de roulement, on va financer du recrutement. C'est un dispositif qui n'est pas fléché, donc c'est vraiment pour vous aider à commercialiser, à vous lancer avant une levée de fonds. C'est toujours ça l'idée, c'est de tenir jusqu'à votre levée de fonds. On l'a évoqué en introduction, les levées de fonds peuvent être très longues, ça peut durer des fois 6 mois, 1 an. Surtout avec le contexte actuel, on voit quand même que ça prend plus de temps que prévu, et ça c'est des choses qu'il faut prévoir dans un prévisionnel, tous ces décalages-là. Et donc nous, on intervient vraiment dans cette phase. Il y a juste un élément que je voulais rajouter. Donc là, je représente BPI France. On a parlé qu'il y a énormément de banquiers en innovation qui existent. Maintenant, presque toutes les banques ont une cellule innovation. Et ça, c'est hyper important pour vous parce que faut savoir que BPI France peut intervenir seul, mais notre objectif, notre raisonnement, c'est pas d'aller seul vous accompagner. Pourquoi ? Déjà, BPI France n'est pas une banque de flux, donc lorsque vous avez des problématiques de financement, on va dire plutôt court terme, on ne pourra pas vous donner une solution toute prête, un billet à ordre comme ça. Ça sera votre banque historique en fait qui vous accompagne depuis le début. Et au-delà de ça, dans un projet d'innovation, il y a plusieurs vies. On a parlé des levées de fonds, on a vu qu'il y avait des premières levées, il y a un deuxième tour qui peut être fait. Sans parler des levées, il peut y avoir un projet un jour en commercialisation au bout d'un an, mais en même temps, vous pouvez aussi lancer des projets en parallèle. Et l'idée, c'est d'avoir un continuum d'accompagnement. Donc, quand vous venez nous solliciter pour 100 000 €, on va peut-être préférer faire 50 000 et avec un autre partenaire bancaire qui fera le restant, pour qu'ensuite, d'ici 1 an, 2 ans, quand vous reveniez nous voir et qu'il faut qu'on puisse vous accompagner, on y aille à 2. Et donc, ça nous permet à la fois de dérisquer nos interventions, mais également d'avoir une continuité d'accompagnement plus sereine pour vous et pérenne pour nous sur le long terme. Je peux rajouter juste un point parce qu'on parle d'instruments. Au niveau des business angels, on investit souvent en capital, mais on a la possibilité aussi d'investir en obligations convertibles, par exemple. On l'a évoqué avec Visconti dans le schéma, mais également il y a un instrument que certains doivent connaître qui permet de faire de relais de trésorerie qui s'appelle les BSAR. Donc c'est de la trésorerie, c'est un prêt donc un bon de souscription qui va permettre à l'investisseur de transformer ça en capital au bout d'un certain temps. Ça vous permet d'avoir de l'argent frais pendant que vous êtes en train de faire votre levée de fonds et qui vient en complément des autres systèmes et qui est un système qui vous permet d'avoir de la trésorerie très rapidement avec un engagement bien entendu de décoter le prix de l'action en fonction du moment où on intervient, puisqu'on peut intervenir, au moins 18 mois, peut-être même 2 ans avant, et plus on intervient tôt, plus la décote est importante par rapport à la transformation du bon de souscription en action. Ça, c'est pas dilutif. L'avantage, c'est que c'est pas dilutif, et on a des critères pour transformer ça en action. Donc en fait, on a plusieurs instruments qui vont vous permettre, si la levée de fonds prend plus de temps que prévu, de malgré tout injecter de l'argent parce que vous allez avoir de besoin d'argent parce que votre levée de fonds se fait pas, et donc on va pouvoir vous accompagner. C'est comme de l'apport en compte courant, je dirais, sauf que comme on n'est pas au capital, on peut pas accompagner en compte courant. Bon, après c'est un outil qui est très risqué pour l'investisseur, mais s'il le met, c'est qu'il croit en votre projet et qu'il pense que derrière vous allez réussir votre levée de fonds, puisqu'en général le déclenchement c'est la levée de fonds qui se fait derrière. Donc il faut pas négliger l'ensemble des instruments qu'on vous propose, et il n'y a pas un seul instrument, il faut avoir un panel de tous les instruments, et il faut tous les utiliser au bon moment, et il faut les avoir en tête. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être que faut travailler bien son besoin, et qu'après chacun des personnes qui sont présentes ici vont vous aider à flécher le bon équilibre et le bon outil. Et en général, quand on est en levée de fonds, c'est pas BPI qui est d'un côté, les business angels qui sont d'un autre côté, les banques qui sont de l'autre côté. On travaille tous ensemble, c'est-à-dire que les banques, on se connaît, oui. Les banques d'innovation, quand vous êtes en levée de fonds,
on se parle avec BPI, avec les banques d'innovation. Donc quand vous venez présenter un projet, que vous faites le tour, en général, on va évoquer ensemble comment on va vous accompagner et quelle va être la meilleure solution pour vous accompagner. Donc il y a des discussions entre nous et quand on va vous proposer quelque chose, on va essayer de vous proposer le meilleur support pour le besoin que vous avez à l'instant précis au moment où vous allez le demander. C'est pour ça que quand vous allez avoir un décalage dans la levée de fonds, on va pouvoir vous présenter plusieurs outils pour pallier à ce décalage. J'ai 2 questions bizarres. Et après, j'ai la parole à l'assistance. La première question bizarre, c'est, je ne sais pas comment la formuler, mais c'est quoi pour vous un projet innovant? C'est quoi, quel est votre rapport avec l'innovation? Tout le monde se passe le micro. C'est quoi, dans le tour de table tout à l'heure, chacun des personnes présentes ont une relation à l'innovation en disant, le projet est innovant. Il n'est pas forcément numérique, il n'est pas forcément tech. Mais il est innovant. Quel est l'argumentaire que vous attendez de la personne en face de vous pour valoriser l'innovation? Alors oui, en effet, déjà l'innovation elle est plurielle. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'innovation que sous le spectre de la techno. Il peut y avoir des innovations d'usage, il peut y avoir des innovations sociales. Donc déjà, il faut comprendre que chez BPI France, du moins la définition qu'on a de l'innovation, elle n'est pas que produit, technologie. J'aime bien donner l'exemple Blablacar, ils n'ont pas réinventé la voiture, hein. Ils ont réinventé une façon d'utiliser la voiture. Et ça, c'est une innovation d'usage. Donc déjà, il faut être capable de caractériser sur quelle est votre innovation. Donc être capable de dire, ok, bah peut-être que mon innovation est technologique, mais elle est aussi d'usage, et ça, savoir le défendre. Donc ça, c'est un argumentaire que vous devez apporter, il n'y a que vous qui avez la réponse à ça. Après, il faut être suffisamment, quand je parlais de prise de recul tout à l'heure, c'est pouvoir dire, d'accord, donc ce que j'ai, c'est votre projet, votre innovation, c'est votre bébé, hein, vous le chérissez, et pour vous, c'est forcément, c'est la meilleure chose qui existe. Mais il faut quand même avoir suffisamment de prise de recul pour dire, d'accord, bah maintenant, je vais aller challenger ce projet-là en regardant ce qui se fait, en fait. Donc, votre positionnement par rapport à ce qui existe, c'est fondamental. Parce que si vous n'êtes pas capable de nous démontrer en quoi vous apportez une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe, ben, finalement, est-ce que c'est pas, au final, sur le marché, juste une nouvelle proposition? Mais quand j'ai une nouvelle proposition... Une nouveauté, mais pas une innovation. Exactement. Une nouveauté, mais il n'y a pas d'innovation derrière. C'est-à-dire que il y a pas, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas, par exemple, il y a souvent il y a des outils qui existent. Hein, des fois, on parle de supprimer une brique, de quelque chose. Ça va permettre d'avoir une nouvelle fonctionnalité. Ça peut être permettre à un objet existant d'avoir une utilité dans un marché. Bah, au final, on se rend compte que l'utilité peut se porter dans une autre. Donc, ça peut être vraiment variable. Ça, c'est la première chose. Après, sur la partie vraiment innovation, il y a le marché, je réinsiste dessus. Mais si vous n'avez personne il n'y a pas de traction commerciale, personne n'est intéressé par rapport à l'offre, on est sur l'ordre de l'invention, on a eu plein d'inventeurs dans l'histoire, et au final on a trouvé l'intérêt marché des siècles après, quoi. Donc il faut que vous soyez capable de dire, voilà, ce que je développe, voici ma cible, très claire, et voici comment en fait je vais commercialiser ça. Donc c'est hyper important. Après vous avez la partie modèle économique, où des fois un projet, il peut être innovant du point de vue modèle économique, la façon où vous allez créer de la richesse. C'est pas, par exemple, du B2B, je vais aller vendre à un industriel. En fait, le modèle de commercialisation que vous allez trouver peut être innovant. Et tout va dépendre de ce que vous êtes en mesure ensuite de détailler, d'expliquer. Et encore une fois, on revient à votre positionnement et la valeur ajoutée que vous avez derrière. Moi, je l'aperçois comme ça, c'est des définitions que nous, on va avoir. C'est quelque chose de substantiellement nouveau, d'amélioré, ou quelque chose de disruptif. Et là, ça peut être des briques technologiques qui sont développées en laboratoire de recherche. Là, on est sur un autre aspect de l'innovation, avec des barrières à l'entrée sur un marché qui peuvent être plus ou moins fortes, et aussi des temps d'arrivée sur le marché qui peuvent être longs. On reprend un peu le diagramme que vous avez vu initialement par rapport à ce time to market. C'est combien de temps il vous faut pour arriver sur ce marché et qui sont vos concurrents et comment vous allez les devancer. Donc l'innovation, retenez qu'elle est plurielle. Nous, on attend, c'est que vous soyez en capacité de dire concrètement, si c'est quelque chose de technique, bah, nous dire si c'est sur un logiciel, l'architecture du logiciel, est-ce que c'est là où est l'innovation? Est-ce que c'est l'usage de ce logiciel qui va être innovant? Est-ce que c'est l'apport de ce site
imbriqué avec une autre technologie qui va être innovante, ça, il faut que ça soit très clair. Et ensuite, c'est tout ce positionnement marché qu'il faudra être en mesure de défendre. Bonne question. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'une innovation, ça peut être... Il y a des choses qui existent à l'étranger, et le fait de l'implémenter sur un pays peut devenir innovant. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, il y aura une spécificité territoriale, les habitudes, les usages seront différents, et donc les barrières à l'entrée de ce marché-là peuvent être complètement différentes. Donc, pour moi, oui, c'est le cas. Maintenant, il faut être en mesure d'expliquer comment vous dupliquez cette innovation, parce qu'en fait, c'est pas simplement dupliquer, c'est l'adapter, et c'est cette adaptation qui est intéressante. L'innovation, elle peut être d'imbrication. Des fois, il y a des innovations qui se puisent. On va aller chercher, par exemple, dans le milieu médical, et on va l'utiliser dans le monde industriel. Enfin, des briques technologiques qui peuvent être transmises. Et donc, toute l'adaptation, ça, c'est un vrai travail de développement, de recherche, et c'est là où il faut être capable de rattacher avec quelle est la valeur ajoutée par rapport à transposer cette technologie, cette innovation dans un secteur sur l'autre. Je comprends. Là, ce qui est, par exemple, si on prend le cas d'Amazon, ça va être votre capacité à l'écosystème qu'il y a autour de ça, cette chaîne de valeur. Comment vous la travaillez? Parce que souvent, il y a des innovations. Très bien, il y a Amazon. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez aller concurrencer Amazon, en quoi vous êtes différenciant? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Substantiellement nouveau. Ça peut être la construction de cet écosystème, parce que ça aussi c'est un élément d'innovation qui est hyper important. Généralement, quand on parle de marché, c'est parce que vous avez des parties prenantes. Il faut bien savoir les intégrer pour pouvoir défendre aussi votre innovation et parler de la survie de l'innovation parmi cet écosystème. Et donc vous positionnez par rapport à ça. Alors, ça fait le lien avec ma dernière question bizarre. sur une échelle de 0 à 10, quand vous recevez un porteur de projet ou quand il passe devant un comité ou devant une plénière, quelle est entre 0 et 10 la part qui est relative à la personne? Beaucoup. Je dirais chez nous, c'est entre 8 et 10. J'aurais dit 8, ouais. En fait, ça vient contrebalancer un peu, pas contrebalancer, mais ça vient renforcer le fait que ce qui va aussi énormément compter dans l'instruction de vos dossiers, c'est la personne. Mais ça veut dire quoi, la personne? Qu'est-ce qui compte dans la personne? Je vais prendre la parole pour Réseau Entreprendre. Chez nous, ça va être sa capacité d'écoute, de remise en question, de pivoter, parce que sur une start-up, c'est souvent le cas. Voilà, on a affaire à ça se passe pas comme prévu, ça met plus de temps, etc. Capacité d'adaptation, faut s'adapter, faut bifurquer. Donc c'est vraiment essentiel pour moi comme qualité humaine quand on se lance dans tout projet, et encore plus quand c'est un projet innovant. Est-ce que vous pensez que les porteurs de projet ont intégré ça? Est-ce qu'ils savent bien le valoriser, ça? Est-ce que c'est suffisamment présenté? Ou est-ce que c'est, on parle de chiffres? Finalement, on a l'impression de parler de financement, donc on se dit ça va être un raisonnement financier, et qu'en gros, on va être passé à une grille financière dans un logiciel, à la fin, on va me dire non, t'es pas accepté parce qu'il y a un ratio qui fait que 1 pour 1, etc. Donc ce qu'on entend, finalement, c'est une contrebalance. Il n'y a pas que ça, loin de là, et peut-être même que c'est la fin, ça. C'est que la fin. Oui, effectivement, le financement, c'est l'aboutissement, c'est la conclusion de l'étude du dossier. Ce qui est sûr, c'est que, comme je disais, nous, ce qu'on regarde en premier, c'est le porteur de projet ou l'équipe porteuse de projet, ou les porteurs-porteuses de projet. C'est ça qui nous intéresse, et de la même manière que pour le réseau Entreprendre, c'est le comportement, c'est le savoir-être quand on échange avec eux. C'est au-delà du pitch, c'est déjà quand on les reçoit, comment on échange avec eux, si les personnes sont à l'écoute par rapport à nos attentes aussi à nous, et savoir s'adapter au business angel. Parce que au business angel, notamment nous de la Drôme, on a une appétence pour des projets locaux. On n'est pas que sur de l'innovation, on finance tout type de projet. Donc à un moment donné, ce qui nous intéresse, c'est accompagner des porteurs de projets qui sont là pour développer le territoire. Donc si les personnes sont là uniquement pour lever de l'argent, à un moment donné, on sait que ça va pas matcher. Donc ça va se voir dans le comportement, et à un moment donné, on va se trouver en décalage, et on va arrêter l'instruction, ou on va arrêter les échanges en expliquant poliment que on n'y arrivera pas. Mais c'est réellement le savoir-être qui va faire qu'on va arriver à travailler ensemble et à développer ensemble le projet, puisque de toute manière,
comme on le disait, l'accompagnement il va se faire sur 5 ou 7 ans. Donc pour pouvoir être ensemble sur 5 ou 7 ans et avoir quelqu'un qui vous accompagne sur un comité stratégique pendant 5 ou 7 ans, il faut qu'à un moment donné, on puisse avoir la garantie qu'on va bien s'entendre pendant 5 ou 7 ans. Je vais répondre pour RVA. Nous, à partir du moment où on investit de l'argent, et vous l'avez compris, c'est de l'argent individuel, hein, c'est pas de l'argent qui est mis dans un fonds d'investissement, c'est chacun qui apporte de l'argent qu'il a gagné. Nous, on demande à ce que le porteur de projet soit focalisé à 100% sur le projet sur lequel on vient apporter du financement. Ça peut arriver sur certains projets qu'on accepte que le porteur de projet ait d'autres projets, mais en général, ce sont des projets connexes sur lesquels, à un moment donné, il va y avoir un lien avec le projet qu'on va financer. Mais on a du mal à accepter, voire on va refuser de financer un projet et un porteur de projet qui a d'autres projets à côté. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il va passer son temps sur un autre projet et que l'argent qu'on va mettre ne va pas servir à d'autres choses. Alors là, nous, on fait un apport en numéraire, donc en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Après, il y a derrière, en général, quand on a qualifié le projet et qu'on a fait l'instruction, c'est pour un besoin spécifique qui a été identifié, soit pour acheter du matériel, soit pour industrialiser, soit pour recruter et financer du personnel, soit pour son salaire à lui, pour développer, justement, passer d'un statut où il se rémunère pas, où il est, comme on le disait tout à l'heure, actuellement salarié et qu'il a fait ça en temps masqué et maintenant qu'il passe à 100% sur son projet, puisqu'à un moment donné, il faut qu'il passe à 100% sur le projet. Donc en fait, on va définir pourquoi on fait la levée de fonds et à quoi va servir la levée de fonds. Et ensuite, on va régulièrement, c'est pour ça qu'on veut être au comité stratégique, vérifier que les fonds qui sont investis servent bien à ce pourquoi on a investi. Ça, c'est une bonne question. Déjà, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de développer, si c'est un produit ou si c'est un service. Et puis ça va dépendre aussi de ce qui est l'état de l'art et le marché. Sur le proof of concept, on va en général vérifier que, comme pour d'autres sujets, vous commenciez à avoir une traction de marché. C'est-à-dire que vous avez développé votre produit et vous l'avez déjà testé à petite échelle et que vous avez de la traction et qu'en fait ce qui vous manque maintenant c'est de passer à l'étape suivante qui est d'accélérer. Donc ça va dépendre, mais en général, on intervient très peu en amont, c'est-à-dire on intervient très peu quand vous n'avez pas validé quand même que ça fonctionne correctement et qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter ou qui l'ont déjà acheté. Faire une réponse, vous n'avez pas le droit de dire ça dépend. Non. Alors vous avez une porte d'entrée aujourd'hui qui est pas suffisamment utilisée, c'est Archimède. Archimède, ça vous permet de présenter votre projet devant l'ensemble des interlocuteurs du territoire. Je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est une spécificité locale, et je vais le dire, une fierté locale, d'avoir pu mettre autour de la table tous les acteurs qui accompagnent l'innovation sur le territoire. Quand on parle d'Archimède, c'est vous venez présenter votre projet à l'ensemble de ces structures. Et en plus de ces 3 personnes qui sont là, on retrouve la Chambre de commerce, on retrouve la French Tech, on retrouve Digital League, on retrouve les ISAR, on retrouve Généo, on retrouve, j'en oublie sûrement, il y en a 13, Initiative, merci, ouais. Il y a 13 structures, 13 personnes qui sont là et qui viennent écouter. Et l'agence régionale. L'agence régionale, Rhône-Alpes, et qui viennent vous écouter, et qui viennent écouter votre projet, et qui viennent écouter votre demande, parce qu'il faut finir votre présentation, pas juste, voilà, merci, au revoir. Et c'est qu'aujourd'hui, là où j'en suis, j'ai besoin de ça. Et c'est pas forcément que de l'argent, hein. Ça peut être, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de trouver, de rechercher quelqu'un, un associé, j'ai besoin d'accompagnement sur tel sujet, j'ai besoin de, voilà. Exactement, tester mon pitch, etc. Et ça, c'est effectivement une porte d'entrée qui peut être intéressante. Et pour rentrer dans ce comité, en gros, c'est taper à une des portes de l'ensemble des 13 structures que j'ai évoquées, et qui va dire j'ai quelqu'un qui souhaite présenter son projet devant le comité Archimède. C'est vrai qu'on est tous en relation les uns avec les autres, donc en général quand vous allez taper à une porte et que vous répondez pas ou votre projet correspond pas aux critères, en général on essaye de vous réorienter vers le réseau avec lequel on pense que vous êtes le plus adapté. Dernière, alors si vous pouvez répondre hyper rapidement, quel est un conseil que vous donneriez aux gens qui sont présents? Par rapport Un conseil. Par rapport à ce que Erika vient de dire, j'allais dire surtout ne restez pas seul.
Ça résume bien. Et je voulais quand même apporter une petite précision sur ce dont on n'a pas parlé, le dispositif Startup & Go, si je peux me permettre, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, donc vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Donc c'est un dispositif qui existe en région Rhône-Alpes pour financer l'innovation. Donc il y a 2 volets, un volet émergence, un volet création. Le volet création où nous on intervient, c'est pour des structures qui ont été créées, qui ont moins de 2 ans. Et le principe est d'abonder en fait notre prêt d'honneur. Donc il faut devenir lauréat REDA, bien que le comité Startup & Go doit avoir lieu avant, mais il s'activera si vous devenez lauréat REDA, avec un système de coefficients liés à l'innovation, donc entre 1 et 2, 2 étant très innovant, le maximum. Donc c'est-à-dire pour un coefficient de 1, si vous avez un prêt d'honneur REDA de 30 000 €, vous allez avoir un abondement supplémentaire de 30 000 €. Bon, j'ai pris le calcul le plus basique. Sous forme de prêt à taux zéro également. Voilà, sous forme de prêt à taux zéro également. Donc on est porte d'entrée en fait, nous, réseau d'accompagnement, comme initiative également l'est. Donc ça se passe auprès de nous. Il faut forcément qu'il y ait une structure qui accompagne pour solliciter ce genre de dispositif. Eux vont vraiment juger l'innovation. Donc on est vraiment là-dessus. Le premier volet que j'ai évoqué juste avant, qui est le volet émergence, là on est sur une participation aux frais de financer de la préparation. Oui, de la préparation, de la recherche, etc. Maximum de 11 000 € et le dispositif vient financer 80%. C'est le prestataire qui est directement payé. Voilà. Et donc, un premier conseil, c'est restez pas seul. Éventuellement, un autre conseil, tu ou... Moi, je dirais, venez comme vous êtes. Et moi, je dirais, contactez-nous le plus tôt possible. Des fois, on peut passer à côté des financements qui existent, mais il y a toujours des critères d'éligibilité, agent entreprise, à un certain niveau. Donc, contactez-nous le plus vite possible et on fera en sorte de trouver des solutions ensemble. Merci.